Jean-François Akili. Et Jean-François Akili, votre invité politique ce matin est Naïma Moutchou, la ministre des Outre-mer. Bonjour à vous, Naïma Moutchou. Bonjour. Nous allons évoquer avec vous le budget des Outre-mer et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Mais tout d'abord, cette question, la France insoumise est-elle devenue communautariste? Vous vous êtes récemment inquiété, fin décembre, de ce communautarisme assumé par LFI aux élections municipales. Vous avez écrit « On en arrive à expliquer qu'il faudrait voter en fonction de la couleur de la peau, à se féliciter d'avoir des candidats racisés ». Ça vous choque ? Absolument, absolument. Je suis particulièrement choquée. Je dénonce depuis quelque temps déjà la stratégie de la France insoumise de M. Mélenchon qui consiste, et maintenant il n'y a plus aucun doute là-dessus, à opposer les Français entre eux, vous voyez, consiste à dire que on est Français parce qu'on est de telle ou telle origine avant tout. D'ailleurs, M. Mélenchon ne parle plus à des citoyens, il parle à des communautés. Voilà. Et moi, je le combats évidemment avec force parce que je sais ce que ça veut dire. Je viens moi-même d'une petite ville de la banlieue parisienne, oui, de parents immigrés marocains. Et vous voyez, moi, la République, elle ne m'a pas construite en me demandant d'où je venais, mais en me demandant ce que je voulais devenir, ce qui fait une sacrée différence. Oui. Et donc, quand j'entends les mots grand remplacement ou Nouvelle-France... Ceux de Jean-Luc Mélenchon, c'est le discours de Toulouse. Absolument, oui. Ceux de M. Mélenchon, il y a quelques jours, je suis très inquiète. Particulièrement inquiète. D'abord, c'est un vocabulaire qui n'a aucune place au sein de la République. On emprunte quand même à des obsessions identitaires particulièrement violentes. Bon, donc c'est le calcul de M. Mélenchon qui consiste à dire « je mise sur l'excitation des identités pour essayer de gagner quelques voix ». Manuel Bompard vous a répondu, le coordinateur de la France Insoumise. Qu'y a-t-il de problématique, dit-il, à dire qu'il est essentiel pour la démocratie que les élus soient davantage représentatifs de la population? Mais ça n'est pas le sujet, la représentativité de la population. Moi, c'est pas contre ça que je me bats, évidemment qu'il faut de la représentativité. C'est la liberté de vote de chacun. Ça ne veut pas dire qu'il faille en faire une politique. Ça ne peut pas être un projet politique. L'origine, l'ethnie, oui, ça n'est pas entendable dans la République qui donne sa chance à tous. Vous voulez dire quoi? On va vers une fracturation de la société avec ce type de discours? Mais effectivement, c'est la politique de la fracture, M. Mélenchon. Oui. C'est la politique de la division. C'est la politique qui consiste à attiser la haine pour quelques voix encore. C'est le calcul cynique, effectivement, de LFI qui consiste à dire on va aller prendre des voix dans les quartiers et donc on va jouer sur le ressentiment d'une partie de la population pour essayer d'accéder au second tour de la présidentielle. Vous diriez, Naïma Moutchou, que LFI est un parti raciste? Ça s'est entendu aujourd'hui. Je l'ai dit. Oui. Je l'ai dit, monsieur Akili, et je l'assume, puisque c'est une forme de racisme, effectivement. Alors, sous couvert de progressisme, puisque monsieur Bompard et l'équipe de monsieur Mélenchon présentent ça comme une lutte contre les discriminations, absolument pas. À partir du moment où vous essentialisez les gens sur la base de ce qu'ils sont, de ce qu'ils pourraient être, c'est du racisme. J'ai passé ma vie comme avocate au sein de la LICRA à me battre contre ça, donc je ne laisserai pas passer. Avec des insultes à la clé, chaque fois que vous vous exprimez, vous êtes l'arabe de service, pardon, oui, voilà, c'est ce qui est écrit sur les réseaux sociaux. Absolument, oui. Je suis l'arabe de service, parce que je dénonce effectivement le comportement de LFI, je subis des vagues de cyberharcèlement, d'insultes, mais je vais vous dire, je prends mes responsabilités, et ce n'est pas ça qui me fera reculer, je continuerai à dire ce que je pense. Voilà. La même France Insoumise, Naïma Moutchou, qui va rejeter aujourd'hui le texte qui est proposé par Laure Miller, la députée Ensemble pour la République, évidemment, pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Bah évidemment, LFI, c'est la poupée qui dit non toute la journée. Quoi que vous leur mettez sous le nez, LFI dit non, non et non. Sur un sujet aussi important, c'est grave. C'est grave, c'est l'avenir de nos enfants, c'est la santé mentale de nos enfants. On peut pas tous dire en chœur que la santé mentale, c'est la priorité nationale. Et puis en même temps, quand vous avez des propositions de là ou des projets de loi qui vont permettre demain, effectivement, d'essayer, en tout cas, de nous efforcer, lutter contre la violence des réseaux sociaux, dire non. Enfin, il y a une contradiction ici. Enfin, j'en suis pas étonnée, puisque effectivement, la France insoumise, c'est aussi la stratégie de l'opposition permanente. La poupée qui dit non, non, non. Naïma Moutchou, la Nouvelle-Calédonie à présent, va-t-elle rester française? Je vous pose la question parce que il y a cet accord baptisé Élysée-Oudinot, c'est assez complexe. Mais on peut finalement répondre assez simplement aux questions. Ça a été décidé il y a une semaine. Oui. Il reconnaît l'identité kanak aux côtés d'une identité calédonienne. Oui. Grosso modo, la France va donner tous les pouvoirs régaliens à la Nouvelle-Calédonie, mais pas l'indépendance. Du coup, le FLNKS, le parti indépendantiste, a claqué la porte. Qu'est-ce que vous dites ce matin au FLNKS? Alors, d'abord, je dis au FLNKS que la porte reste ouverte. Elle l'a toujours été. Elle l'est aujourd'hui, elle le sera demain. Mais ils ne sont pas là, vous le savez. Mais je regrette l'absence du FLNKS. Mais je ne peux pas me contenter de l'absence du FLNKS et croiser les bras et dire on ne va rien faire. Il faut rappeler d'où on vient. L'année 2024 pour la Calédonie a été une année terrible. Les Calédoniens
ont beaucoup souffert et souffrent encore. Il y a encore des cicatrices. Ils ont vécu des violences, c'était le mois de mai, des émeutes, les fameuses émeutes. Le territoire ne s'en est pas encore remis. L'économie est à plat. Vous avez des familles qui n'ont pas retrouvé d'emploi, des jeunes qui ont décroché sur le plan scolaire. Et donc il faudrait attendre le retour du FLNKS. Non, moi je demande au FLNKS de prendre ses responsabilités. Oui. S'il souhaite se raccrocher au processus, il y a une place. Mais cette Nouvelle-Calédonie, à terme, est-ce qu'elle va rester française, Naïma Moutchou ? Ce n'est pas ce que nous écrivons. L'accord qui a été signé, Élisée Oudinot, il y a quelques jours, c'est une étape importante pour permettre au territoire de retrouver de la stabilité. Vous savez ce qui se passe en Calédonie. Il y a des aspirations très différentes entre ceux qui sont indépendantistes et ceux qui veulent rester dans la République. Moi, mon rôle, c'est de ramener de la lisibilité et un cap, de faire en sorte que le territoire ait des perspectives. C'est pas de trancher ce sujet-là. Vous dites non à l'indépendance, en clair, vous. Nous avons mis en place les moyens qui permettent au territoire de se projeter. Donc il y a un transfert de compétences qui peut demain avoir lieu si le territoire le souhaite, c'est-à-dire qu'on transmet au territoire les compétences régaliennes. Demain, éventuellement, si les garanties sont mises en œuvre, ils pourront avoir la défense, la sécurité, mais il y a des conditions à remplir. Jamais l'indépendance, si j'entends bien ce que vous dites. Ça n'est pas ce que nous avons écrit. Nous permettons à ces différents projets de continuer à vivre. Il faut une révision constitutionnelle, il faut les 3/5 du Parlement. Vous n'y arriverez jamais en réalité. C'est un calendrier qui est très serré là en plus. Il faudrait que ça survienne là maintenant. La forme ne doit pas être un problème. L'État est au travail. Nous avons proposé un calendrier indicatif. Il est tenable, il est réaliste. Nous l'avons travaillé. C'est-à-dire quoi ? C'est au printemps ? Alors, ça démarre dans quelques semaines. Oui. Le projet de loi constitutionnelle sera examiné par le Sénat d'ici la mi-février ou fin février. Et après, le processus est lancé. On ne peut pas avoir demandé des efforts aux Calédoniens, aux forces politiques calédoniennes qui ont trouvé un accord global. Vous avez une trajectoire politique institutionnelle et une trajectoire économique. Et après dire que le Parlement ne ferait pas, lui, son travail. Il faut que les députés et les sénateurs prennent leurs responsabilités. Il faut qu'eux-mêmes soient à la hauteur des défis calédoniens. Je vous ai rappelé la situation du territoire. On ne peut pas laisser tomber, on ne peut pas abandonner les Calédoniens. Et là, donc, du coup, s'il n'y a pas de congrès à Versailles, il y aura des élections ordinaires, provinciales, qui vont arriver. Elles sont mécaniquement programmées, en quelque sorte. Et là, il risque d'y avoir de nouvelles violences en Nouvelle-Calédonie. Moi, je donne la chance au processus qui vient d'être lancé. Moi, j'y crois. Les forces politiques calédoniennes y croient. 5 forces politiques sur 6 dans un processus parlementaire et ensuite démocratique. Il manque l'essentiel, puisqu'on donnera la voix aux Calédoniens à la fin. Les Calédoniens seront consultés sur les accords qui viennent d'être élaborés. Ils auront voix au chapitre. Le budget des Outre-mer, Naïma Moutchou, il était à la baisse au départ de la discussion. Là, il y a les 49.3 qui passent. C'est quoi ? C'est la hausse ? C'est la hausse. Absolument, c'est la hausse. Combien ? C'est une victoire pour les Outre-mer. Ce qui montre bien que les Outre-mer sont une priorité à la fois pour le Premier ministre, pour le gouvernement, pour moi-même. Nous nous sommes battus pour obtenir ces augmentations de budget pour tous les territoires, pour un territoire, pour tous les territoires. Ils pourront en bénéficier dans le domaine de la santé, dans le domaine du logement. C'est principalement pour la Nouvelle-Calédonie et Mayotte. Notamment pour la Calédonie et Mayotte, qui sont des urgences, bien sûr. Bien sûr, la Calédonie, on vient d'en parler, Mayotte et la reconstruction. Combien la progression du budget ? Il y a un chiffre ou pas ? 1 milliard de plus. 1 milliard d'euros de plus, oui. Qui s'ajoute à ? Oui, qui s'ajoute aux un peu plus de 2 milliards, effectivement. Alors, sachant que c'est une enveloppe, ça c'est l'enveloppe Outre-mer, mais l'effort de l'État, c'est plusieurs dizaines de milliards en tout, parce que vous savez que c'est très interministériel, il faut aller chercher dans les différents ministères. Mais c'est un effort, Le mot est peut-être pas trouvé d'ailleurs, parce que effort, ça donnerait l'impression effectivement qu'on est dans un ministère social, alors que c'est un ministère de souveraineté. Nous mettons les moyens parce que c'est un ministère de souveraineté. Les Outre-mer, Naïma Moutchou, il faut les sauver, ils ont toujours été laissés pour compte. Ce sont des territoires fragiles. Oui, ils ont été fragilisés dans le temps. Ça, il faut le reconnaître. C'est pas moi qui dirais le contraire. Mais les Outre-mer ont une place essentielle dans la République. Ce sont des territoires de souveraineté. Vous voyez bien ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, dans un monde de rapport de force, dans un monde où tout est remis en cause. Nous avons besoin des Outre-mer aussi pour être aux avant-postes de ce qui se passe. Vous dites souveraineté, il y a Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous avez vu les inquiétudes d'Annick Girardin, puisque cet archipel, on pense au Groenland que Trump convoite, doit partager son espace aérien ou va être récupéré par le Canada. C'est vrai ou c'est faux ?
Alors effectivement, Annick Girardin a... Ancienne ministre des Outre-mer, Oui. qui est sénatrice désormais. Oui, tout à fait. Oui. Ancienne ministre des De Outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon. qui a posé une question au gouvernement sur le sujet et que nous avons tenté de rassurer. Il n'est pas question de lorgner sur la souveraineté territoriale de nos territoires ultramarins, que ce soit Saint-Pierre-et-Miquelon ou d'autres. La Vous coopération allez que nous pouvons partager avoir avec le l'espace Canada... aérien avec le Canada de Oui, mais la Saint-Pierre-et-Miquelon. coopération que nous pouvons avoir avec les Canadiens ne remet pas en cause la souveraineté territoriale. Naïma Mouchou, tout à fait autre chose. Édouard Philippe veut-il faire perdre la droite et le centre à Paris? C'est Rachida Dati qui l'affirme, elle l'a dit hier sur Radio J. Votre parti Horizon, avec Ensemble pour la République, soutiennent la candidature de Pierre-Yves Bournazel pour la ministre de la Culture. Le candidat d'Édouard Philippe à Paris n'a qu'un objectif, c'est me faire perdre. Que lui dites-vous ce matin ? Oh, la campagne est lancée. J'ai des liens d'amitié avec Rachida Dati, mais aussi avec Pierre-Yves Bournazel, qui est notre candidat au sein d'Horizon. Je ne doute pas que nous serons en capacité de discuter dans les prochaines semaines pour trouver un accord. Vous êtes d'accord que cette candidature fragilise Rachida Dati à Paris? Oui, mais attendez, Pierre-Yves Bournazel, candidat d'Horizon, a aussi une ambition pour le territoire. Il a un projet pour Paris. Il est tout à fait légitime à le présenter, à se battre pour ses convictions, pour ce qu'il a envie de faire pour la capitale. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Et il y a d'autres candidats. Oui, ce qui va compter, c'est ce qui se passera ensuite. Qu'est-ce qui va se passer? Alors on verra. C'est ça le problème. Je peux vous dire que moi je ne suis pas dans les discussions d'abord, que ça concerne effectivement au premier plan Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel. Mais vous savez, c'est comme dans toute campagne, qu'il y ait des ambitions individuelles, c'est bien normal. Puis à la fin, il y a des choix de responsabilité qui sont faits. Elle dit, Édouard Philippe, il veut faire gagner la gauche à Paris, il devra rendre des comptes aux électeurs. Non, mais c'est pas le cas. Elle est votre collègue au gouvernement. Oui. C'est chaud quand même, au gouvernement, là, non? Vous connaissez le franc-parler de Rachida Dati. Vous êtes collègue, il faut qu'elle... C'est une situation un peu difficile à tenir quand même, vous reconnaissez-le. Elle vous accuse, elle accuse Horizon de vouloir... Elle ne m'accuse pas moi, mais... Donc non, on ne touche à rien. Non, mais pour moi, c'est le chemin normal de la campagne. Chacun fait valoir sa position, chacun fait valoir son projet, ses convictions, et puis ensuite, il y a des discussions qui se tiennent. Je ne suis pas inquiète. Je peux vous dire que je ne suis pas inquiète. Je les connais tous les deux. Je sais aussi la volonté d'Édouard Philippe de rassembler, donc j'ai pas de doute. Ultime autoriser l'exploration pétrolière en Guyane. Il y a une proposition de loi d'un sénateur des Outre-mer là-dessus. Oui ou non? Il y a une forme de désaccord là-dessus. Oui, vous faites référence à la position de la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, qui est défavorable, mais qui est cohérente avec la position qu'elle défend depuis toujours. Il se trouve que moi aussi, je suis cohérente, je défends une autre ligne. Je défends une ligne qui consiste à dire attention à ne pas tout décider depuis Paris pour des territoires qui sont loin et de prendre des décisions qui iraient à l'encontre des élus ou de la population. Il faut qu'on arrive à trouver cette voie qui consiste à la fois à défendre une écologie exigeante, et je la défends aussi, mais qui soit aussi aux prises avec le réel. La Guyane, c'est un territoire extraordinaire, mais c'est aussi un territoire pauvre, parmi les plus pauvres de la République, entouré d'ailleurs de pays qui exploitent des hydrocarbures, du pétrole. Donc je pose la question de la méthode. Il faut y aller donc. Il faut explorer le pétrole. Moi je l'ai dit, ma position, elle est favorable. Je considère que ce serait un atout pour la Guyane. On pourrait tout à fait exploiter avec nos normes d'ailleurs environnementales. Nous sommes nous-mêmes, nous avons des niveaux d'exigence en France qui sont importants, bien au-dessus de la moyenne. La question est posée, mais c'est l'exécutif qui tranchera, et moi je me soumettrai à la décision qui sera donnée. Mesdames Dati et Barbu, ça fait 2 sujets de désaccord quand même, ça fait beaucoup au sein du gouvernement. Mais non, il y a des discussions et c'est tout à fait normal, et vous savez aussi que je suis une femme politique libre, et donc je dis moi aussi ce que je pense. Merci à vous, Naïma Mouchou. Merci Naïma Mouchou. On l'a compris, oui. Donc il devrait y avoir un accord. Vous avez dit, Édouard Philippe veut rassembler. Ce
Ce qui veut dire que Rachida Dati ne doit pas être inquiète alors. Personne ne doit être inquiet dans cette équation. Je reste persuadée que nous gagnerons Paris. Nous gagnerons Paris. Alors, attendez, nous, c'est la droite et le centre, quoi. Contre la gauche. Ah, ben c'est bien l'objectif, oui. Ah, c'est bien l'objectif. Oui, c'est bien l'objectif. C'est dit après, évidemment, ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire ce sondage IFOP fiducial pour LCI, Le Parisien et Sud Radio, qui montre que c'est extrêmement serré, évidemment, entre Emmanuel Grégoire d'un côté et puis Rachida Dati, c'est quasiment du 50-50, et puis après, ça dépend beaucoup des alliances, hein, comme on l'a vu. Allez, dans un instant, nous poursuivons, évidemment, 0826 300 300 avec Philippe David et Françoise Degois, notamment cette proposition de loi aujourd'hui, pour ou contre l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais vous entendre.